l'enregistrement. Donc l'enregistrement, il a démarré. Je vais partager mon écran. Donc l'écran, il a été partagé. Et donc, nous allons commencer. Donc, la dernière fois, nous avons terminé le chapitre 1. Donc, au niveau de cette séance, nous allons démarrer le chapitre 2. Donc, comme on avait dit, donc la première partie, elle va être composée de 3 chapitres. Donc, nous avons bouclé le chapitre 1. Maintenant, on va aborder le chapitre 2, l'avant-projet d'études de fabrication. Alors, donc, comme je vous ai dit, donc nous allons aborder le premier chapitre qui est l'élaboration d'un avant-projet d'études de fabrication. Qu'est-ce que c'est que l'élaboration d'un avant-projet d'études de fabrication? Donc, comme on avait dit au premier chapitre, donc quand on veut industrialiser un produit, donc la première étape, c'est l'étude de faisabilité. Donc, directement après l'étude de faisabilité, on entame une deuxième étape, si c'est faisable bien sûr, on entame une deuxième étape qui est l'avant-projet d'étude de fabrication. Donc, cette étape, elle consiste à faire quoi en fait? Elle consiste à choisir de manière préliminaire les moyens. Donc, choix du procédé qui va obtenir le produit, les moyens, les outillages, donc tout en respectant le cahier de charge, donc avec un coût minimal. Et donc, à cette étape, on doit faire un calcul des coûts et des temps de fabrication. Et donc, cette étape, elle doit être suivie par un projet proprement dit, qui est en fait la conception du système de production qu'on veut utiliser pour fabriquer le produit. Et donc, l'avant-projet, il doit être validé pour passer à l'étape de projet. Qu'est-ce que c'est que valider? Qu'est-ce que c'est que valider un avant-projet? Donc, c'est le fait de faire des calculs ou des simulations pour s'assurer que les moyens choisis de manière préliminaire, ils sont capables de réaliser un produit conforme aux spécifications du bureau d'études. D'accord? Donc, pour donner des exemples, donc, quand il s'agit d'un produit, d'une pièce mécanique, par exemple, euh, l'avant-projet, c'est l'élaboration de la gamme d'usinage. Mais avant l'élaboration de la gamme d'usinage, il y a le choix de procédés d'obtention de brut. Est-ce que c'est le moulage? Est-ce que c'est l'estampage, ainsi de suite? Et il faut aussi élaborer une gamme d'usinage avec les différentes étapes, les différentes phases. Chaque phase, il faut définir les différentes surfaces qu'il faut usiner, la mise en position de la pièce au niveau de la machine aussi, et ainsi de suite. Et pour la validation de l'avant-projet, il faut faire une simulation d'usinage en utilisant les dispersions d'usinage, dispersion de mise en position, dispersion d'usinage, et de la calculer et de s'assurer que la somme des dispersions
elle est inférieure à la tolérance. Quand il s'agit d'un produit agroalimentaire, par exemple, donc l'avant-projet, c'est la recette, l'élaboration d'une recette. Une recette industrielle, bien sûr, et pas une recette de cuisine, recette industrielle qui nous définit par quelle étape va passer le produit pour devenir, par exemple, on veut euh, concevoir un système de production qui va fabriquer une confiture, par exemple. Donc, par quelle étape va passer le fruit? Quels sont les ingrédients qu'on va ajouter à ce fruit? Comment on va l'éplucher? Comment on va le mixer? Comment on va le cuire? Par quelle méthode? Par quels moyens? Ainsi de suite. Est-ce qu'il y aura des procédés chimiques de conservation? Ainsi de suite. Donc, tout ça, ça s'appelle un avant-projet et ça donne lieu à une recette. Et la recette, elle se base sur le cahier de charge élaboré par le bureau d'études. Le bureau d'études élabore une spécification de cette confiture, son pH, son acidité, son taux de sucre, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la formule. Donc, le bureau d'études, il élabore une formule et le bureau de méthode, il doit élaborer la recette qui va nous permettre de réaliser le produit qui satisfait cette formule à coût minimal. Et donc, donc, on peut citer une multitude d'exemples. Un avant-projet, on ne le trouve pas seulement au niveau du processus de production d'une pièce mécanique. Donc, on le trouve au niveau de plusieurs types de produits. Mais puisque académiquement parlant, le sujet le plus étudié, le plus abordé, c'est l'élaboration d'une pièce mécanique. Donc, on va voir comment élaborer un avant-projet de fabrication pour une pièce mécanique. Donc, une pièce mécanique, comme on avait dit, elle commence par l'élaboration du brut. Donc, on doit choisir, est-ce on doit faire appel à un moulage au sable, un moulage par centrifugation, ainsi de suite. Et le choix de le procédé d'obtention du brut, c'est un choix qui est très important. Donc, parce que comme je vous avais dit la dernière fois, donc parfois, par exemple, au niveau des offices comme l'ONCF, comme l'OCP, donc on achète des pièces mécaniques, parfois qui peuvent coûter trop cher. Et parfois, on se pose la question, est-ce qu'il faut continuer de les acheter, par exemple, en Europe ou autre, ou de les fabriquer soi-même? Donc, au niveau de l'ONCF, il y a à Meknès, les ateliers de Meknès qui sont équipés euh, par des machines-outils, par euh, des procédés de moulage au sable, ainsi de suite. Mais parfois, une pièce, elle a des caractéristiques spécifiques qui ne peuvent être obtenues que par un procédé d'élaboration du brut bien spécifique. Donc, par exemple, la dureté ou la, la, les caractéristiques mécaniques demandées par le fonctionnement d'une pièce, ils peuvent être un petit peu spéciaux. Et donc, après, quand on a choisi la méthode d'obtention du brut, donc il faut choisir comment faire le parachèvement, une gamme d'usinage, la rectification, est-ce qu'il y aura du soudage? Et ça peut être complété par des opérations de traitement thermique. Donc, un procédé classique qu'on choisit surtout pour les pièces d'usure, parce que les pièces d'usure, ce sont des pièces qui doivent être dures, très dures en surface, mais si on a une pièce qui est trop dure, en contrepartie, elle devient fragile. Donc, pour être dure en surface et euh, ductile dans la masse, donc qu'est-ce qu'on fait? On choisit des opérations de traitement thermique superficiel, par exemple, ou des procédés euh, de, de cémentation ou autre. Donc, parfois, on utilise l'usinage et après l'usinage, la pièce subit une rectification. Après l'usinage, la pièce subit une opération de traitement thermique superficiel comme la cémentation.
Mais après cette opération de traitement thermique, donc les tolérances ne sont pas respectées. Donc, on est obligé de reprendre la pièce par rectification. Et on doit rectifier une petite surface parce qu'il y a une petite épaisseur qui est dure et la pièce à l'intérieur, elle n'est pas très dure, elle est ductile. Donc, pour ne pas avoir de cette histoire dont je vous ai parlé de fragilité, en fait. Donc, c'est un procédé classique. Donc, on élabore le brut par moulage, par exemple, ou par estampage. Après, en niveau de parachèvement, on vient usiner la pièce. Et après, on fait un traitement de cémentation. Et après, on reprend la pièce par rectification. Donc, c'est un procédé qui est classique qu'on trouve au niveau des pièces d'usure, en fait. Donc, il y a plusieurs autres types de traitements thermiques comme la nodisation, euh, la, euh, l'étamage, ainsi de suite. Donc, l'étamage, c'est par exemple couvrir la pièce par une surface d'étain. Donc, ça lui permet d'acquérir un certain nombre de caractéristiques mécaniques spécifiques. Et donc, quelles sont les données d'entrée d'un avant-projet d'étude de fabrication? Donc, c'est les spécifications techniques, mais pas que ça. Donc, les spécifications techniques, ils sont nécessaires, mais pas suffisantes. Donc, les spécifications techniques, c'est le dessin de définition, en fait. Donc, dans les dessins de définition, on a la matière, on a les tolérances, on a les côtes, ainsi de suite. Il y a aussi les données économiques. Qu'est-ce que c'est que les données économiques? Les quantités, les prix, ainsi de suite. Donc, en général, par exemple, si vous avez un constructeur automobile, donc quand il va négocier avec un équipementier, comme par exemple les équipementiers qu'on a au Maroc au niveau de l'automobile, par exemple, donc il lui donne les spécifications techniques, mais pas que ça. Donc, il doit y avoir aussi la taille de la série, sur combien de durée va s'étaler ça se fait dans le cadre de contrat. Sur combien d'années va s'étaler le contrat, combien l'entreprise elle va commander chaque mois, chaque année, ainsi de suite. Par exemple, il y aura dans le contrat comme quoi le constructeur Renault ou Peugeot ou autre, donc il va commander, je sais pas moi, 3000 pièces par mois sur une durée de 3 ans, par exemple. Et tout ça, c'est défini dans les contrats avec des spécifications de stock de sécurité, ainsi de suite. Par exemple, le constructeur, il peut imposer à l'entreprise d'avoir un stock de sécurité de, je sais pas moi, 10 000 pièces, donc qui va être là quand il y aura un besoin spécifique. Donc, c'est moralité, c'est pour dire que, bon, il n'y a pas que les spécifications techniques comme données d'entrée d'un avant-projet d'étude de fabrication. Il doit y avoir aussi des données économiques. Donc, en mécanique, pour élaborer une gamme de fabrication, donc, il y a deux types d'approches. Il y a l'approche générative et l'approche déductive. Donc, qu'est-ce que c'est que l'approche générative et qu'est-ce que c'est que l'approche déductive? Donc, l'approche générative, c'est ce que vous connaissez tous. C'est ce que vous avez fait au niveau du bureau de méthode en fabrication mécanique. Donc, on vous donne un dessin de définition et on vous demande d'élaborer, de générer à partir from scratch, à partir de zéro, de générer une gamme d'usinage en analysant le dessin de définition. Donc, c'est une approche qui est utilisée lorsque la diversité elle est très grande et la quantité elle est très faible. Par exemple, au niveau de l'atelier de mécanique de l'ENSAM, donc quand vous fabriquez une pièce, donc vous n'allez pas fabriquer 10 000 pièces, vous allez fabriquer une seule pièce. À la limite, 2 ou 3 pièces, ça s'arrête là. Donc, il y a une
petite quantité, une grande diversité. Ça veut dire aujourd'hui, vous allez fabriquer une pièce prismatique. Le lendemain, vous allez fabriquer une pièce de révolution par tournage, ainsi de suite. Et donc, chaque pièce, elle ne ressemble pas à une autre pièce. Donc, chaque pièce, elle est différente. Donc, on ne peut pas utiliser l'approche déductive. On est obligé d'adopter une approche générative. On utilise le dessin de définition en l'utilisant en une, une gamme d'usinage. Vous avez des questions? C'est clair tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Donc, en mécanique, on a deux approches, l'approche générative et l'approche déductive. Qu'est-ce que c'est que l'approche déductive, en fait? L'approche déductive, c'est utilisé lorsque on a de grandes quantités et une faible variété. Par exemple, un fabricant de bielles, donc il va fabriquer les bielles de la Mégane, de la Clio, de la Logan, ainsi de suite. Il ne va pas s'amuser chaque fois à générer une nouvelle gamme d'usinage from scratch à partir de zéro. Donc, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il utilise l'approche déductive. Donc, qu'est-ce que c'est que l'approche déductive? Donc, on va élaborer une gamme générique d'usinage de bielles. Générique, ça veut dire qu'il n'est pas spécifique. Ce n'est pas une gamme de bielles de la Clio ou de la Mégane. Donc, c'est une bielle, c'est une gamme d'usinage d'une bielle X, où il n'y a pas les cotes, où il n'y a rien. Donc, c'est générique. Et chaque fois qu'on a une commande d'un constructeur, donc on va paramétrer cette gamme d'usinage. Donc, c'est le fait de dire que au niveau du bureau de méthode, ils ne vont pas réinventer la roue chaque fois. Donc, ils vont élaborer une gamme générique qu'ils vont adapter chaque fois qu'il y a un nouveau produit, en fait. C'est bon? C'est bon? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je dois reprendre quelque chose? C'est bon? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord? Donc, je continue en fait. Donc, comme je vous ai dit, donc l'objectif de cette séance, c'est le chapitre 2. Nous allons voir l'avant-projet d'études de fabrication. Et donc, comme je vous avais dit, l'avant-projet d'études. Qu'est-ce que c'est que l'avant-projet d'études de fabrication? Quand on a une pièce mécanique, c'est l'élaboration de la gamme d'usinage. Bien sûr, avec le choix du procédé d'élaboration du brut. Mais c'est principalement l'élaboration de la gamme d'usinage. Et donc, il y a deux approches. Il y a l'approche générative et l'approche déductive. Est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'une gamme d'usinage déjà? L'élaboration de gamme. Vous avez fait un petit peu d'élaboration de gamme en fabrication mécanique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'approche déductive? Comme je vous avais dit, si on a une entreprise de fabrication de bielles mécaniques, l'agent du bureau de méthode, il ne va pas s'amuser chaque fois qu'il a une commande de bielles, de réinventer la roue, de commencer l'élaboration, de générer une nouvelle gamme de fabrication from scratch à partir de zéro. Il va tout simplement élaborer une gamme générique et il va la paramétrer, il va l'adapter à la nouvelle commande en fait. Il va mettre les paramètres, les cotes, les cotes, les dimensions, les tolérances, les matières, ainsi de suite. Et donc là, quand est-ce qu'on utilise l'approche déductive? Quand on a une grande quantité et une petite variété. Une petite variété, ça veut dire que les pièces que va fabriquer
l'atelier, ils se ressemblent en fait. Ils ne sont pas différents, complètement différents. Donc, il y a aussi au niveau de l'élaboration automatique de la gamme, il y a aussi au niveau de l'avant-projet d'études de fabrication, l'élaboration automatique de la gamme. Donc, comme vous savez, comme je vous avais dit, donc, on veut, avec la troisième révolution industrielle, donc on veut utiliser l'ordinateur dans toutes les tâches, d'ingénierie, de production, ainsi de suite. Et donc, parmi les parties qui ont été automatisées, il y a la CFAO, la conception et la fabrication assistée par ordinateur. Et donc, parmi les chaînons de la CFAO, il y a l'EFAO, l'étude de fabrication assistée par ordinateur. Donc, en quoi consiste l'EFAO? Il consiste à partir du dessin de définition généré par un logiciel CAO, élaborer une gamme d'usinage qui va être programmée à l'aide d'un logiciel FAO en fait. Donc, c'est le chaînon manquant qui relie la CAO avec la FAO, ce qu'on appelle en anglais CAPP, Computer Assisted Process Planning. Parce qu'en anglais, comment on traduit to plan a process? C'est pas planifier le processus, c'est plutôt élaborer le processus. Élaborer le processus d'usinage, ça veut dire élaborer la gamme d'usinage. Et donc, ce sont des logiciels qui permettent d'automatiser l'élaboration des gammes de fabrication. Donc, comme on avait, donc pour élaborer les logiciels EFAO, donc on peut se baser sur une démarche générative. Et dans ce cas, on fait appel au système à base de connaissances ou au système expert qui permettent d'élaborer la gamme d'usinage à partir de la description géométrique issue des dessins de définition. Donc, on utilise des règles et à partir de ces règles, donc, le logiciel, il va pouvoir générer une gamme d'usinage. La démarche déductive, ça se base sur la technologie de groupe assistée par ordinateur. Donc, la technologie de groupe, c'est une approche, comme on va le voir en productique, qui est basée sur le fait de regrouper les différentes pièces qui sont fabriquées par une entreprise, sauf par famille. Donc, une famille, elle comprend toutes les pièces qui se ressemblent. Et donc, dans ce cas, on doit faire appel à ce qu'on a à la codification technologique ou la codification morphodimensionnelle. Et donc, avant de commencer, on donne un code à chaque pièce qu'on veut fabriquer. Et ce code nous permet de faire la classification, la mettre dans une famille, lui associer une famille. Donc, commençons tout d'abord par l'approche générative. Qu'est-ce que c'est que l'approche générative? Donc, l'approche générative, comme je vous avais dit, elle est utilisée, c'est ce qui est enseigné, c'est ce que vous avez vu. C'est ce que vous avez vu dans le cours de fabrication. Donc, elle est utilisée lorsqu'on a des quantités à fabriquer, lorsque les quantités à fabriquer sont faibles et lorsque la diversité elle est très grande. Ça veut dire que deux pièces pour lesquelles on veut élaborer la gamme ne se ressemblent pas. On peut aujourd'hui élaborer une gamme pour une pièce prismatique, demain pour une pièce générative qui ne ressemble pas du tout à la première pièce. Donc, c'est pour ça qu'elle est principalement basée sur l'étude de la cotation proposée par le dessin de définition. On commence par prendre le dessin de définition et analyser les cotes, voir quelles sont les cotes qui sont les plus serrées, les cotes qui sont les plus larges, quelle est la chaîne de cotes, ainsi de suite. Et donc, sur la base de ça, on élabore la gamme. Et on va supposer qu'aucune pièce du même type n'a été réalisée précédemment au niveau de l'entreprise. Donc, on génère la gamme. Comme je vous ai dit, on part from scratch, comme disent les Anglais. Et on peut traduire ça par on part de zéro, la page blanche.
On a au début une page blanche et on doit pondre une gamme. Et donc, comment on fait l'élaboration de la PEF? Et nécessite une expertise. Donc, l'agent bureau-méthode, il a une expertise qu'il utilise. Par exemple, il va voir les tolérances, les cotes, ainsi de suite. Et sur la base de son expertise, il va générer une gamme. Et donc, on peut formaliser cette expertise sous forme de règles d'expertise, sous forme de si alors. Si la pièce elle est prismatique, alors il faut faire cela. Si la pièce elle est en fente, il vaut mieux utiliser ce procédé, et ainsi de suite. Et donc, on utilise la méthode d'étude par antériorité. Parce que parmi les règles d'expertise, il y a les règles d'antériorité. Qu'est-ce que c'est que les règles d'antériorité? C'est les règles qui permettent d'ordonner les phases. Donc, comme vous savez, au niveau d'une gamme d'usinage, on a plusieurs phases. La phase 10, la phase 20. Qu'est-ce que c'est qu'une phase? Est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est qu'une phase? Donc, une phase, c'est tout simplement un ensemble d'opérations d'usinage qui sont réalisées avec la même mise en position. Donc, la gamme d'usinage, il est formé de plusieurs phases. Chaque phase comporte des opérations d'usinage. Et donc, à un certain moment, on doit ordonner les phases. Dire cette phase, c'est la phase 10, cette phase, elle vient avant cette phase, elle vient après cette phase. Et dans ce cas, on utilise des règles d'antériorité. C'est pour ça que les méthodes qu'on utilise le plus souvent, c'est ce qu'on appelle les méthodes d'étude par antériorité. Donc, quelles sont les étapes de la méthode d'étude par antériorité? On commence par analyser les surfaces élémentaires. Donc, une surface élémentaire, c'est un plan, c'est un cylindre, ainsi de suite. Ça s'appelle une surface élémentaire. Donc, en général, on leur donne des numéros ou des noms, ou bien des noms alphanumériques, E1, E2, E3, E4, ou le 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Après, on regroupe les surfaces élémentaires en forme géométrique de base. Qu'est-ce que c'est qu'une forme géométrique? C'est un ensemble de surfaces qui est regroupé et qui est réalisé dans une même opération. Par exemple, une rainure de clavette. Donc, quand on réalise une opération de fraisage dans laquelle on va usiner une rainure de clavette, on va utiliser un même outil pour générer trois surfaces, trois plans en même temps. Donc, c'est une forme géométrique. Et à chaque forme géométrique, on doit associer une entité d'usinage. On doit choisir une entité d'usinage. Qu'est-ce que c'est qu'une entité d'usinage? C'est une machine avec un outil et une cinématique de génération. Par exemple, au niveau de la rainure de clavette, on va dire que la machine, c'est la fraiseuse. L'outil, c'est une fraise 3 tailles. Et la cinématique génération, la fraise, elle va tourner et la pièce, elle va translater. Et la combinaison de ces deux mouvements va générer la forme géométrique de base. Après, la quatrième étape, c'est le fait de regrouper les opérations en phase. Donc, toutes les opérations qui peuvent être réalisées dans une même phase avec une même mise en position, ils sont regroupés dans une même phase. Après, il y a l'ordonnancement et le choix du posage. Et donc, c'est là où on utilise les règles d'antériorité pour ordonnancer les phases et choisir pour chaque phase une mise en position ou un posage. Et donc, au niveau de chaque étape, on utilise des règles d'expertise. Par exemple, regrouper les opérations en phase. Les règles d'expertise, ils permettent de regrouper les opérations en phase, d'ordonnancer les phases, ainsi de suite. Il y a plusieurs règles. Il y a les règles d'antériorité. Donc, les règles les plus importantes, c'est les règles d'antériorité. Bon, il y a une règle qui est très connue, c'est la liaison au brut. Qu'est-ce que c'est que la règle de la liaison au brut?
Donc, la règle de la liaison au brut, elle permet à l'agent de bureau de méthode de connaître son départ d'usinage. Qu'est-ce que c'est qu'un départ d'usinage? C'est la phase 10. Donc, en général, la mise en position sur une surface brute, elle génère beaucoup de dispersion. Par contre, la mise en position sur une surface usinée, les dispersions de mise en position, ils sont plus faibles. Donc, en général, on doit commencer par réaliser, au niveau de la phase 10, on doit réaliser une surface sur laquelle on va se mettre en position pour réaliser le reste de la pièce. Et surtout les côtes qui sont serrées au niveau de la pièce. Et donc, ça s'appelle un départ d'usinage. Et donc, en général, quand l'agent de bureau de méthode il veut analyser un dessin de définition, il doit détecter les codes de liaison au brut. Qu'est-ce que c'est qu'une cote de liaison au brut? C'est une cote où il y a une surface usinée et une surface brute. Donc, il y a les cotes brutes, il y a les cotes usinées. Donc, les cotes brutes, ils sont en général, ils sont larges. Les cotes usinées, ils sont serrés. Il y a les cotes de liaison au brut. Et donc, c'est ce qui est conseillé de commencer par, au début, il est conseillé de commencer par la réalisation des codes de liaison au brut. On se met sur le brut, on usine la surface usinée et on se met en place sur la surface usinée pour réaliser le reste de la pièce. Il y a d'autres règles techniques comme les surfaces de référence de qualité, le nombre de reprises. Donc, en général, le nombre de reprises, il doit être le plus faible possible. Donc, on aimerait bien usiner une pièce. Si on arrive à usiner une pièce en une seule phase, ça serait bon. Parce que chaque fois où on fait une reprise, on introduit d'autres dispersions de mise en position et d'autres dispersions d'usinage qui s'ajoutent. Et les dispersions s'ajoutent. Chaque fois que les dispersions s'ajoutent, donc on n'arrive pas à respecter les tolérances. Et donc, c'est pour ça qu'il est conseillé parmi les règles, si on a une côte serrée, il faut réaliser les deux surfaces de la côte dans la même phase. Parce que si on réalise la première surface dans une première phase et on démonte la pièce pour réaliser la deuxième surface, on va introduire les dispersions de mise en position et qui va augmenter la somme des dispersions. Il va devenir plus grande et on ne va pas pouvoir tenir la tolérance. Donc, c'est pour ça que parmi les règles, donc, qu'utilise un agent de bureau de méthode, donc, il doit détecter les côtes qui sont serrées et il doit réaliser les surfaces de ces côtes dans la même phase. Donc, un petit exemple pour illustrer. Donc, par exemple, si on nous demande d'élaborer une gamme pour cette pièce, donc on va analyser les côtes. Donc, on va voir, par exemple, ici, il y a des tolérances, des côtes, le diamètre ici, 20H7. Donc, c'est une tolérance serrée. Il y a la rugosité. Il y a des tolérances de forme, des tolérances de mise en position, des tolérances de perpendicularité, ainsi de suite. Donc, on doit voir quels sont les plus serrés. Et donc, en général, donc, comme je vous avais dit, la première chose qu'on va essayer de découvrir, la cote de liaison au brut. Par exemple, ici, on a 13 plus ou moins 0,8, c'est un code de liaison au brut. Pourquoi est-ce que c'est une cote de liaison au brut? Parce que c'est une cote qui relie une surface brute, B1, à la surface usinée, 2. Entre B1 et 2, il y a la cote de 13 plus ou moins 0,8. Donc, on doit commencer par cette cote. On doit se mettre sur B1 pour usiner la surface 2. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme entité d'usinage? Donc, puisque c'est une pièce de révolution, donc l'entité d'usinage, ça va être le tournage. Et donc, la première cote qu'on va réaliser, c'est la cote 2 et la cote 4. Donc, on peut se mettre sur B2 et sur B1 avec un centrage lent et un appui ponctuel. Pourquoi un centrage lent et un appui ponctuel? Parce qu'on a une perpendicularité
on a une coaxialité. Et donc, pour assurer la coaxialité, il faut se mettre avec un centrage lent et venir donc utiliser par exemple un outil, un, un outil un outil couteau par exemple, un outil à alaiser pour venir alaiser et un outil couteau pour, euh, pour dresser, pour dresser la surface 2. Donc, on peut utiliser une opération d'ébauche, une opération de demi-finition et une opération de finition. Et on va après venir chanfreiner avec l'outil couteau avec lequel on a fait le dressage. C'est bon. Donc, ça, c'est la phase 10. Et la phase 20, donc, il va rester l'usinage de la surface 3 et de la surface 1. Et dans ce cas, on peut utiliser une perceuse à colonne, par exemple. Et dans ce cas, on va se mettre, donc, puisque la surface 2, elle est la plus grande, et puisqu'on a besoin d'avoir un certain positionnement, donc on peut utiliser un appui plan sur la surface 2 et un centrage court sur la surface 4. Et on va usiner les surfaces 3 et 1 et le lamage. Donc, on peut utiliser un forêt au début pour faire l'ébauche et un forêt étagé pour faire à la fois le lamage et les deux trous. Le trou diamètre, le petit trou diamètre 7 et le grand trou diamètre. Donc, est-ce qu'on a donné ici le diamètre? On a mis ici 4 minimum. Donc, c'est pas très précis. Et donc, plus 4 plus 8. 7 plus 8, ça nous donne 15 au minimum. Et donc, on peut utiliser un forêt étagé pour usiner à la fois le lamage et les deux perçages. Et donc, on aura une phase une gamme à deux phases. Phase 1, phase 10 pour usiner 2 et 4 et faire le chanfrein 5. Et phase 20 pour usiner, faire les perçages et le lamage. Et c'est tout. Et il faut voir la rugosité. Est-ce qu'elle peut être respectée par usinage ou est-ce qu'on est obligé de rectifier? Je pense une rugosité de 1,6. Elle peut être obtenue par une finition au niveau de l'usinage. Et donc, puisqu'on a vu dans un premier temps la démarche générative, donc on va aborder par la suite la démarche déductive. Donc, la démarche déductive, comme on avait dit, donc si vous avez une entreprise qui fabrique des bielles ou qui fabrique des pistons ou qui fabrique des pièces qui se ressemblent. Donc, un équipementier automobile qui fabrique des pièces qui se ressemblent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il ne va pas s'amuser chaque fois qu'il a une commande d'un constructeur de réinventer la roue et élaborer la gamme à partir de zéro. Donc, il se base sur la technologie de groupe et il fait une classification des pièces qu'il va réaliser, par exemple un atelier de fabrication.
Donc, ils fabriquent des bielles, des pistons, des vilebrequins, ainsi de suite. Bon, je dis des exemples. Donc, et il va aller faire une classification par famille. Donc, chaque fois qu'il y a des pièces qui se ressemblent, et il va les mettre dans la même famille, dans le même panier. Et donc, c'est pour ça que, pour faciliter la mise en famille des pièces, on fait appel à ce qu'on appelle une codification morphodimensionnelle. Donc, à partir d'une classification des pièces à réaliser, on leur a associé une gamme type qu'il suffira de personnaliser par la suite. Donc, la technologie de groupe, qu'est-ce que c'est que la technologie de groupe? C'est une méthode qui a été proposée en productique, qui consiste à regrouper les pièces à fabriquer par un atelier en famille pour tirer profit de leur analogie. Donc, elle est basée sur la codification morphodimensionnelle des pièces, permettant d'en extraire des groupes, des familles destinés à être fabriqués dans une même cellule, par exemple. Et donc, on peut aller plus loin, on peut implanter l'atelier en cellules. Chaque cellule, elle est spécialisée dans la fabrication d'un type de pièces mécaniques. Donc, il y a eu plusieurs méthodes de codification qui ont été proposées. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a eu le système OIR, OPTIS, ainsi de suite. Donc, il y a eu d'autres systèmes. Le système de codification qu'on va voir, c'est le système proposé en France par le CITIM, qui est appelé système PMG, pièces mécaniques générales. Donc, le CITIM, c'est le centre des études techniques des industries mécaniques. Donc, en France, il y a plusieurs centres d'études. Chaque centre, il est spécialisé dans une filière. Il y a le CETIT, des industries techniques de textile et d'habillement. Il y a un centre technique de l'agroalimentaire. Il y a un centre technique de tout ce qui est bâtiment, ainsi de suite. Il y a un centre technique de tout ce qui est industrie mécanique. Donc, le CETIM, il a proposé une codification qui est formée de 14 caractères numériques. Donc, le système OIR, il utilise des caractères alphanumériques en fait, mais le système PMG, il n'utilise que des caractères numériques. Donc, chaque caractère, il décrit un aspect, ou bien morphologique, ou bien dimensionnel. Donc, au niveau du système PMG, on a le premier caractère, c'est la morphologie générale. Est-ce que c'est une pièce de révolution? Est-ce que c'est une pièce prismatique? Ainsi de suite. Le deuxième bit, c'est relatif à la morphologie extérieure. Est-ce qu'il comporte un seul cylindre, plusieurs cylindres? Est-ce qu'il y a quelles sont les formes extérieures? Le 3, c'est la morphologie intérieure. Si une pièce elle a une forme intérieure et une forme extérieure, par exemple, une pièce de révolution percée à l'intérieur, par exemple. Après, il y a les dimensions. Après, il y a les, les formes complémentaires, les matériaux, euh, la qualité, euh, les traitements thermiques, ainsi de suite. Et donc, par exemple, ici, on a cité un exemple d'une pièce mécanique de révolution. Donc, si on veut la décrire, donc la description, comme vous avez vu, elle est très longue. C'est une pièce de révolution comportant plus de 2 cylindres, sans surface intérieure, de diamètre compris entre 20 et 30, épaulé, comportant une partie filetée, ainsi de suite. Si on représente sous forme d'un code technologique, donc on aura un nombre, 1, 5, 0, 4, ainsi de suite. Donc le 1, c'est la morphologie générale, ça veut dire que c'est une pièce de révolution. Le 5, ça comporte plus de 2 cylindres. Donc son surface intérieure, c'est 0. Le diamètre compris entre 20 et 30 mm, c'est 4. Donc on aura, au niveau du système PMG, ça va nous définir quel code donner à chaque pièce. Par exemple, si
au niveau de la dimension. Si le diamètre est compris entre 0 et 5 mm, ça va être le code 1. Si c'est entre 5 et 10 mm, ça va être le code 2. Si entre 10 et 20 mm, ça va être le code 4. Si entre 20 et 30 mm, ça va être le code 3. Si entre 20 et 30 mm, ça va être le code 4, ainsi de suite. Idem, il y aura un code pour le matériau. Si c'est en acier, c'est le code 3. Si c'est en aluminium, c'est le code 4, ainsi de suite. Après, il y a les traitements thermiques, idem. Et donc, les entreprises, ils ne sont pas obligés d'utiliser tous les codes, les 14 caractères. Donc, ils utilisent que les caractères qui les intéressent. Supposons que, par exemple, il y a un atelier qui fabrique des bielles et que tous les bielles sont en aluminium. Donc, il n'a rien à faire avec le code relatif aux matériaux. Non, si les bielles ne sont pas traitées thermiquement. Donc, le code de traitement thermique, il ne sera pas utile. Ainsi de suite. Donc, une entreprise n'est pas obligée d'utiliser tous les caractères proposés par le système PMJ. Donc, pourquoi on utilise les codes technologiques? Donc, on l'utilise pour plusieurs choses. Donc, la première chose qu'on a vue, c'est pour le bureau de méthode, pour élaborer des gammes types. Donc, pour chaque famille, on élabore une gamme type qui suffira par la suite de paramétrer. Donc, il peut aussi être utilisé pour l'élaboration des devis. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un devis? Donc, par exemple, un constructeur, il vient consulter un équipementier et la première chose qu'il fait, c'est qu'il lui donne le dessin de définition de la pièce et les quantités qu'il veut et il lui demande un devis. Donc, pour élaborer le devis, donc c'est pas une chose facile. Donc, on peut utiliser la codification technologique pour élaborer les devis. Donc, pour le bureau d'études, donc on cherche s'il existe des pièces qui peuvent satisfaire le fonctionnement via des modifications mineures. Par exemple, on veut concevoir un mécanisme. Et donc, au lieu de réinventer chaque pièce à partir de zéro, donc on regarde au niveau de l'historique des pièces qu'on a fabriquées, est-ce qu'il n'y a pas une pièce qui peut satisfaire le fonctionnement en la modifiant un petit peu. Donc, comme ça, on va utiliser l'expérience qu'on a au niveau de la fabrication de cette pièce, au niveau de sa conception, ainsi de suite. Donc, pour la production, donc, les technologies du groupe, il est utilisé pour la mise en cellule, donc l'implantation cellulaire. Donc, au lieu d'avoir un atelier qui fabrique tous les types de pièces, donc on a un atelier qui est formé de plusieurs cellules. Chaque cellule, elle est spécialisée dans la fabrication de certaines pièces. C'est bon? Donc, l'implantation de la technologie de groupe assisté par ordinateur, donc c'est la version informatique de la démarche déductive. Elle a été proposée à une certaine époque. Donc, la technologie de groupe, c'est une approche productique, en fait. Et donc, en quoi consiste cette approche? Elle consiste tout simplement à considérer les pièces qui sont fabriquées par une entreprise et les classifier pour tirer profit des similitudes qui existent entre les pièces de la même famille. Donc, en se basant sur cette approche, donc, il y a eu de proposer des logiciels de technologie du groupe assisté par ordinateur. Donc, ça a commencé au début par les logiciels GPAO. Ils ont proposé en standard dans leur logiciel de code technologique. Et après, c'était les logiciels CAO qui se sont inspirés de la technologie de groupe pour
pour l'élaboration de la gamme d'usinage, en fait. Donc, l'implantation de la technologie de groupe n'est pas un travail facile. Donc, c'est un travail de longue haleine, comme tous les projets qu'on trouve au niveau de la productique. Donc, il ne suffit pas de proposer un code et de dire que ça y est, j'ai mis en place la technologie de groupe. Donc, il faut plutôt faire une étude de flux, impliquer le personnel, euh, euh, faire des formations, ainsi de suite. Et persévérer dans le temps, en fait. Parce que les fruits, donc, ils ne sont pas cueillis sur le champ, donc il vient après, en fait. Donc, quelles sont les étapes de la démarche déductive? Donc, la première étape, c'est quand on a le commande d'un client, donc quand il nous envoie un dessin de définition, la première chose, c'est de prendre cette pièce et de la codifier, lui donner un code en fonction de sa forme et ses dimensions. En fonction de sa forme, ses dimensions, son matériau, euh, les traitements thermiques qui sont prévus, ainsi de suite. Ensuite, il faut, dans certains cas, on peut directement élaborer la gamme. Pour chaque, pour chaque code, pour chaque famille, on élabore une gamme type. Et on intègre les opérations complémentaires dans la gamme type. Mais parfois, ce n'est pas possible, surtout si la diversité elle est importante. Donc, il faut passer par ce qu'on appelle la fiche process. Donc, qu'est-ce que c'est que la fiche process? La fiche process, c'est lorsque on n'a pas une bijection entre les familles, le code morphodimensionnel et la gamme type. Ça veut dire, pour une même famille, on peut avoir plusieurs possibilités de gamme type. Donc, différentes solutions sont possibles pour l'obtention d'une pièce d'une même famille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On insère entre le code technologique ou la famille un fiche de processus qui va nous orienter vers le choix de la gamme type la plus adéquate en se basant sur des considérations techniques et économiques. Au niveau de l'intégration des opérations complémentaires, donc, il y a deux solutions qui peuvent être faites. Donc, si on arrive à les intégrer directement dans les phases de la gamme, on le fait. Sinon, parfois, on est obligé d'ajouter une phase supplémentaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par les opérations complémentaires? Par exemple, je sais pas, on a on veut élaborer une gamme d'usinage d'une bielle. Et pour élaborer cette gamme d'usinage de la bielle, donc pour la lubrification, donc il y a des constructeurs qui prévoient une lumière, d'autres qui prévoient des perçages, d'autres qui prévoient une rainure qui est faite par moulage, par exemple, ainsi de suite. Et donc, quand on a terminé l'élaboration de la gamme, il faut mettre ces surfaces, il faut les usiner. Donc, si on arrive à les usiner au niveau de la phase de la gamme type, c'est bon. Sinon, vers la fin, on ajoute une phase supplémentaire dans laquelle on intègre l'usinage de ces surfaces supplémentaires. Oui. Salam alaikum. شوية ونسى. دوز عندك؟ Excusez-moi un petit instant.
Entre-temps, donc, on continue. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, d'accord. Les simulations d'usinage. Donc, comme on a dit, donc, un avant-projet, il doit être validé. Donc, on doit le valider. Et donc, quand on fabrique une pièce mécanique, la validation, elle est faite par simulation d'usinage. Qu'est-ce que c'est qu'une simulation d'usinage? C'est le fait de calculer la valeur des codes fabriqués et s'assurer qu'ils permettent de respecter les conditions bureau d'études. Donc, comme vous savez tous, donc, au niveau du dessin de définition, on a des conditions bureau d'études, des codes fonctionnels. C'est-à-dire que si ces codes ne sont pas respectés, donc la pièce ne va pas fonctionner. Donc, ce sont des codes qui doivent être respectés avec des tolérances. Mais pour obtenir la cote condition au bureau d'études, donc on fait appel à des codes fabriqués. Donc les codes fabriqués, ils sont définis dans la gamme d'usinage. Et en général, on a un transfert de codes. Donc on commence par élaborer la gamme d'usinage sous forme de phases. Et au niveau de chaque phase, il y a des codes fabriqués. Des codes usinés, des codes outils, des codes montage d'usinage, ainsi de suite. Il faut recenser les conditions bureau d'études et pour chaque condition bureau d'études, trouver les transferts de code fabriqués qui permettent de l'obtenir. Donc, il y a un transfert de code, par exemple la code bureau d'études 1, et elle est fabriquée par, pour l'obtenir, on doit faire le transfert de code, code fabriqué 2 moins code fabriqué 1 plus code fabriqué 3, par exemple. Et donc, on calcule les sommes des dispersions générées. Donc, la somme des dispersions sur les codes fabriqués, elle doit être inférieure à la cote bureau d'études pour avoir une gamme valide. Donc, sinon, il faut reprendre la gamme. Et donc, comme on a dit, chaque gamme, elle va générer des dispersions. Des dispersions d'usinage, des dispersions de mise en position, ainsi de suite. Et donc, les dispersions, en général, les statisticiens, ils ont déterminé comme quoi ça suit la loi de Gauss. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise les méthodes 6 sigma. Donc, en général, la dispersion, il est égal à 6 fois l'écart type. Donc, si 6 fois l'écart type elle est inférieur à la tolérance, ça veut dire que c'est bon. Si 6 fois l'écart type elle est supérieur à la tolérance, ça veut dire que c'est pas bon. Et donc, en général, on somme les dispersions et il faut qu'on ait pour toutes les codes bureau d'études, il faut que la somme des dispersions du procédé de fabrication, ils doivent être inférieurs à la tolérance du bureau d'études. Et dans ce cas, on aura validé la gamme d'usinage. Donc maintenant qu'on a terminé le chapitre 2, on va aborder le chapitre 3 parce qu'il reste un petit peu de temps. Donc le chapitre 3, comme je vous avais dit, c'est donc le chapitre 3, c'est la pyramide productive. Donc au niveau de ce chapitre, nous allons voir ce que c'est qu'un système de production, les différents composants d'un système de production et les différents logiciels qu'on utilise au niveau
d'un système de production. Donc, on va définir aussi le terme productique. Donc, qu'est-ce que c'est que le terme productique? Donc, comme on avait dit, au début, l'automatisation, elle était facile. Quand on avait la production de masse, il suffisait d'automatiser les différentes machines d'un atelier pour dire qu'on a automatisé le système de production. Donc, après, l'automatisation, elle est devenue plus difficile. Donc, on a fait appel à ce qu'on appelle l'automatisation flexible. Donc, il ne suffit pas d'automatiser les différentes machines d'un système de production. Donc, il faut automatiser le transfert des pièces. Et il faut automatiser le transfert des pièces. Il faut automatiser, il faut prévoir des réseaux pour relier les différentes machines. Il faut faire appel à des logiciels de pilotage, ainsi de suite. Et donc, ça a donné lieu à la productique. Qu'est-ce que c'est que la productique? C'est tout simplement la mise en œuvre des moyens techniques, informatiques, automatiques et mécaniques afin d'assurer la rentabilité des systèmes de production. Donc, la productique, elle s'est développée surtout au niveau de la troisième révolution industrielle. Donc, la deuxième et la troisième révolution industrielle. Et elle s'est développée aussi au niveau de la quatrième révolution industrielle, l'industrie 4.0. Donc, de nos jours, donc, on a intégré au niveau de la productique les technologies de l'Internet. Donc, les technologies de l'Internet, ils sont de plus en plus utilisées au niveau d'un système de production. Donc, c'est l'utilisation des technologies de l'industrie 4.0 pour améliorer les performances d'un système de production. Donc, c'est ça la productique en fait. La productique, on la résume en disant que c'est un mot qui est formé de deux syllabes, production et technique, comme l'informatique, l'automatique, ainsi de suite. Donc, la productique, donc c'est l'utilisation de toutes les techniques possibles et imaginables, toutes les technologies pour améliorer la production, la productivité, la rentabilité, la qualité, la réactivité. Alors, donc, faisons un petit historique sur l'automatisation, comme on avait dit au début. Donc, on a assisté au début, vers les années 60, à l'automatisation ponctuelle. Donc, on automatisait les machines particulières ou des fonctions spécifiques. Donc, l'automatisation n'était pas flexible. Les machines, ils étaient dédiés. Et donc, c'est la première vague de l'automatisation, en fait. Donc, ça a commencé avec la deuxième révolution industrielle, avec le développement de l'électricité, ainsi de suite. Donc, il y a eu dans une deuxième vague d'automatisation, c'est l'intégration en production. C'est avec la troisième révolution industrielle, avec la découverte de la machine-outil à commande numérique, avec le développement des premiers systèmes de calcul MRP, Manufacturing Resource Planning, le calcul de besoin que vous avez vu au niveau de la gestion de production. Donc, au lieu de faire le calcul de besoin de manière manuelle, donc il y a des logiciels qui l'automatisent en fait. Avec l'apparition des systèmes automatiques de manutention et de stockage, on a commencé par constituer des îlots d'automatisation. Donc, par exemple, une machine outil à commande numérique avec un convoyeur et des magasins automatisés de stockage. Donc, on les intègre au niveau d'une cellule flexible, on les équipe par un logiciel de supervision et on a un îlot d'automatisation, une cellule flexible d'usinage par exemple. Donc, avec l'apparition aussi de tout ce qui est CFAO, les logiciels CAO, les logiciels FAO, donc
sont apparues les premières cellules flexibles d'usinage. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intégration en production. Donc, il fallait intégrer, ça veut dire faire communiquer plusieurs machines automatisées pour constituer un îlot d'automatisation. Donc, après, avec l'industrie 4.0, ces îlots, donc, ils sont devenus de plus en plus communicants et on a fait appel à un nouveau concept qui est les systèmes cyberphysiques de production. Donc, les systèmes cyberphysiques de production, ils ont pour objectif d'avoir des systèmes de production qui sont de plus en plus intégrés, flexibles, et on a ajouté un autre impératif, c'est l'intelligence. Ils doivent décider eux-mêmes, devenir de plus en plus intelligents. Donc, quels sont les moyens qui composent avec l'apparition de l'intégration en production, il y avait ce qu'on appelle le FMS, Flexible Manufacturing System, système flexible de fabrication. Donc, il y a les ateliers flexibles, les cellules flexibles. Donc, tous ces concepts, on les regroupe sous forme de Flexible Manufacturing System, système flexible de production. Donc, qu'est-ce qu'on trouve au niveau d'un Flexible Manufacturing System? Donc, en général, on retrouve plusieurs moyens. Il y a les moyens de production, mais pas que ça. Donc, les moyens de production, ils doivent transformer les produits, les matières premières en produits finis. Donc, dans un FMS, on n'a pas que ça. Donc, il y a déjà ça, et il doit être complété par les autres fonctions qu'on retrouve au niveau d'un atelier, la fonction stockage. Donc, on trouve au niveau d'un FMS des magasins automatisés. C'est ce qu'on appelle les ASRS, Automatic Storage and Retrieval Systems, système de stockage et de stockage automatisé. Donc, c'est un ensemble de casiers desservis par un robot ou un dispositif de stockage-déstockage qui va chercher la pièce pour la stocker. Ou bien si on lui demande de la déstocker, il va chercher le casier où il va la déstocker, il va la mettre dans une zone d'entrée-sortie. Donc, il y a une zone d'entrée-sortie, il y a des casiers. Quand on veut stocker, on lui pose la pièce dans la zone d'entrée-sortie et on lui donne le numéro de casier, il va le prendre et il va le mettre dans ce casier. Quand on veut le déstocker, on doit lui donner le numéro de casier et il va prendre la pièce qui se trouve dans ce casier, il va le mettre dans la zone d'entrée-sortie. Donc, on a les moyens de transport. Un FMS est aussi composé de moyens de transport automatisés. Donc, autrefois, il y a les lignes de transfert. Donc, les lignes de transfert ne sont pas flexibles. Donc, toutes les postes, la pièce, elle est transférée en même temps d'un poste vers un autre poste de manière automatique. Donc, c'est un système ancien qui n'est pas flexible et donc il est remplacé de nos jours par des convoyeurs, des chariots philo-guidés, et ainsi de suite. Donc, il y a les moyens de manutention qui sont en général des robots et des manipulateurs et consistent à déplacer la pièce selon une série de mouvements pour faire chargement, déchargement des machines, soudage, ainsi de suite. Et un FMS, il est en général piloté par un logiciel et qui assure la coordination entre les différentes machines. Ce logiciel, c'est en général un logiciel de supervision de type SCADA. Donc, il est déjà l'heure, donc on va terminer cette séance et on va continuer la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a toujours personne. Et donc, je vais arrêter le partage et je vais arrêter l'enregistrement et je vous souhaite bonne chance.